Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doctor Who. Aujourd'hui, nous repartons en 2005 à la découverte du 10e Docteur, incarné par David Tennant. Il succédera à Christopher Eccleston, parti après la saison 1 à cause d'un désaccord avec RTD et la production de la série, et endossera alors le rôle du personnage à 34 ans. De son vrai nom, David McDonald, c'est un acteur qui a grandi avec la série Doctor Who. Il a même déclaré que c'est son amour pour cette série qu'il avait décidé à devenir acteur. C'est un comédien de théâtre et un acteur très connu au Royaume-Uni. Il a notamment joué dans Good Omens, Hamlet, Harry Potter, Jessica Jones, Friday Night, Le Tour du Monde en 80 jours, Broadchurch ou encore a prêté sa voix à Picsou dans la série DuckTales. Il joue un 10e Docteur très enjoué, fasciné par les humains et dont le sourire sympathique est très contagieux. Il peut convaincre n'importe qui grâce à son charisme, c'est une vraie pile électrique qui ne tient pas en place, et son côté bavard sert pour détourner l'attention de ses ennemis. Cependant, il sait qu'en lui se cache un côté sombre et mélancolique. On peut le voir lorsqu'il réalise qu'il est le dernier de sa race, ou lorsqu'il décide de voyager seul pour ne plus perdre personne. Il souffre de la solitude, et il se demande parfois si les Seigneurs du Temps ne vivent pas trop longtemps, et porte le poids de la perte de ses compagnons, et celui de la destruction de sa planète. Il a un sens aigu de la justice, ce qui fait ressortir son côté implacable. Il reconnaît lui-même qu'il est moins clément qu'avant, et n'hésite pas à punir ses ennemis de manière intransigeante. On peut voir ça lors de son combat contre les Sycorax ou la famille de sang, ainsi que lors du passage Time Lord Victorious, où il se croit au-dessus des lois du temps. Son arrogance, couplée à ses regrets, le pousse parfois dans la colère. Il essaye de se persuader à lui-même qu'il peut sauver tout le monde. Malheureusement, souvent la réalité le rattrape, et heureusement que ses compagnons sont là pour lui faire garder les pieds sur terre. Il passe avec brio d'un docteur charismatique à un docteur sombre et torturé, et c'est ce côté nuancé et non manichéen qui plaît à beaucoup de monde, faisant de lui le docteur le plus populaire à l'international, là où Tom Baker l'est à domicile. Notre 10e docteur possède quelques tics de langage, comme le fantastic du 9e docteur, ou le reverse the polarity du 3e docteur. Il a des expressions comme son fameux « allons-y », en français s'il vous plaît, ou son triple « what », qui est d'aujourd'hui devenu un mime. Côté vestimentaire, il possède 2 costumes, un bleu ou un marron rayé, une cravate, des lunettes pour se donner un petit air intelligent, une paire de Converse et une coiffure ébouriffée avec du gel. Il est toujours équipé de son fameux tournevis sonique et son papier psychique, et il se plaît à utiliser des petits gadgets, comme le circuit caméléon pour devenir en partie humain, un détecteur de fantômes ou de Zygon, ou utiliser des lunettes 3D pour détecter des particules de Void. Mais il se débrouille aussi très bien sans technologie. Il terrasse par exemple le chef des Sycorax à l'aide d'une mandarine qu'il a trouvée dans sa poche. Nous passons désormais au compagnon de notre 10e docteur. Il est toujours accompagné depuis sa régénération de Rose Tyler, notre jeune londonienne blonde toujours fascinée par cet énigmatique personnage. On ressent un amour naissant entre ce duo inséparable, mais rendu difficile à cause de leurs conditions. En effet, Rose reste une simple humaine à l'espérance de vie limitée, tandis que le docteur est quasiment immortel. Bien avant sa naissance, il a voyagé avec des dizaines de compagnes, et elle a peur de ne rester qu'un souvenir dans la vie de notre Seigneur du Temps. Ils seront cette fois accompagnés de Mickey Smith, le petit ami de Rose, qu'elle délaisse pour notre beau docteur. Mais ce 10e docteur s'entend mieux avec Mickey, et accepte de le laisser voyager avec eux dans le TARDIS. De prime abord assez froussard et maladroit, il va peu à peu prendre confiance en lui, mais on sent que la relation qui l'unissait à Rose n'est plus vraiment de l'amour, plus de l'amitié, et on ressent quand même de la peine pour ce pauvre Mickey, qui s'est quand même un peu fait voler sa meuf par un alien venu de nulle part. Le docteur retrouvera également Sarah Jane Smith, une précédente compagne qu'il avait connue sous sa 3e et 4e incarnation, qui a vécu ses propres aventures de son côté dans la série Sarah Jane Adventure. Elle fait plus office de caméo que réelle compagne, mais j'étais obligé de la mentionner. Elle et Rose sont un peu les 2 facettes d'une compagne, la période classique et la période New Who, et elle sera accompagnée d'une nouvelle version de K9, bien qu'aujourd'hui il fasse un peu obsolète. C'est lors de l'épisode The Age of Steel que Mickey décidera de quitter le TARDIS. En effet, il se sent mis de côté vis-à-vis de Rose et du docteur, qui partagent un lien fort, et lui, à côté, semble plus tenir la chandelle qu'autre chose. Ayant débarqué dans un univers parallèle, où sa grand-mère est toujours en vie, et où son homologue de cette terre, Ricky, est mort lors de l'épisode, il décide alors de prendre sa place, faisant ses adieux à une Rose déchirée. C'est dans cet univers alternatif qu'il va s'affirmer,
Il est devenu un membre du Torchwood parallèle, une espèce d'agent du temps hyper badass qui combat des menaces extraterrestres. Il se sent enfin utile et à sa place, et je suis content de voir l'évolution qu'a eu Mickey. C'est lors de l'épisode Doomsday que Rose devra se séparer définitivement du Docteur. En effet, après un nouveau combat contre les Cybermen, Rose se fait aspirer par une faille qui l'envoie dans l'univers parallèle où se trouvent Mickey et sa mère, mais le Docteur ne peut pas la rejoindre. C'est alors le cœur gros qu'ils se feront leurs adieux sur une plage. Le Docteur réussit à lui transmettre un dernier message pour lui dire au revoir, mais la transmission se coupe juste avant qu'il ne lui avoue ses sentiments réciproques. L'absence de Rose fera beaucoup souffrir le Docteur, qui restera un moment sans compagnon, jusqu'à sa rencontre avec Martha Jones. Une jeune étudiante en médecine qui rencontre le Docteur lors d'un incident dans son hôpital. Elle acceptera ensuite de l'accompagner dans ses aventures, et tombe très vite éperdument amoureuse de lui. C'est une jeune femme dévouée et très indépendante. Malheureusement pour elle, elle se rend vite compte qu'elle n'est qu'un compagnon de substitution pour le Docteur, une sorte de Rose de remplacement, et que ses sentiments ne sont pas réciproques. Elle restera cependant une amie fidèle du Docteur, et restera avec lui tout au long de la saison 3. Le Docteur retrouvera également le capitaine Jack Harkness, l'ancien agent du temps devenu un point fixe dans le temps depuis l'épisode du Bad Wolf. Devenu une sorte d'anomalie temporelle, il ne peut plus mourir, et depuis qu'il a quitté le Docteur, a fondé l'Institut Torchwood, qui, tout comme Unit, combat les menaces extraterrestres. C'est un parfait compagnon pour le Docteur, qui a une grande connaissance de l'univers et des formes de vie extraterrestres. Ils ont une très bonne alchimie, et son immortalité lui permet de survivre à tous les dangers. C'est à la fin de l'épisode Last of the Time Lord qu'il fera ses adieux au Docteur et à Martha. Bien que l'on reverra Jack à plusieurs reprises, il fera notamment son retour en saison 4, et il n'est pas exclu que l'on puisse le revoir à l'avenir. Et pour les fans de Jack, il est le héros du spin-off Torchwood. Enfin, dans ce même épisode, Martha fera elle aussi ses adieux au Docteur. Elle ne se berce plus d'illusions, et sait que cet homme ne l'aimera jamais autant qu'elle l'aime, et préfère rester auprès de sa famille, plutôt que de courir après un rêve inatteignable. Elle finira par travailler pour Unit, et épousera Mickey Smith, l'ancien petit ami de Rose. Comme quoi, le monde est petit, et c'est une belle fin heureuse pour ces deux personnages que j'ai beaucoup appréciés. Parlons maintenant de Donna Noble. Le Docteur l'avait rencontrée avant de rencontrer Martha. Elle avait été matérialisée par erreur dans le TARDIS le jour de son mariage. Cependant, à la fin de leur aventure, le Docteur lui a proposé de venir voyager avec lui, mais celle-ci a refusé. Elle regrettera cependant d'avoir refusé une vie d'aventure, et lorsque le chemin se recroiseront, ils formeront un fantastique duo. Avec elle, terminer les romances avec les compagnes, c'est une femme au caractère fort qui n'hésite pas à remettre le Docteur à sa place, et qui se tient à côté de lui sur un pied d'égalité. Sa relation avec le Docteur est forte, et elle lui permet de vraiment garder les pieds sur terre, lui qui peut vraiment faire des dingueries lorsqu'il passe en colère. Donna souhaiterait voyager avec le Docteur pour toujours, elle qui n'aime pas sa vie, la trouvant monotone et ennuyeuse, et ne supportant pas les remarques de sa mère. Malheureusement, le voyage aura bel et bien une fin, lors de l'épisode Journey's End. En effet, dans cet épisode, elle rentrera en contact avec l'énergie de régénération du Docteur, et elle acquiert un esprit de Seigneur du Temps, lui donnant ainsi les connaissances nécessaires pour sauver le monde. Malheureusement, son corps ne pourra pas le supporter. Et pour lui sauver la vie, le Docteur sera obligé de lui effacer la mémoire, lui supprimant tous les souvenirs de ses voyages à travers l'espace, ainsi que ses souvenirs du Docteur. C'est le cœur brisé qui la ramènera sur Terre, interdisant à son grand-père et à sa mère de lui parler de quoi que ce soit à son sujet, car si elle se souvient, son esprit ne le supporterait pas et elle brûlerait. Cela marquera énormément le Docteur, qui voyagera sans compagnon jusqu'à la fin de son ère, ce qui nous fait comprendre à quel point ils sont vitaux pour lui, car seul il se fait engloutir par la déprime et la colère, il a besoin d'eux pour garder la tête froide. Pour conclure la partie compagnon, je souhaite évoquer quelques personnages qui sont considérés comme des compagnons, mais étant donné qu'ils n'apparaissent qu'un épisode, je les classe dans la catégorie des semi-compagnons, à commencer par Astrid Pess, une serveuse qui travaille à bord du Titanic dans l'espace, et qui a toujours voulu voyager à travers les étoiles, ce qui ferait d'elle une parfaite compagne, sachant qu'en plus, son prénom est l'anagramme du TARDIS. Malheureusement, au cours de cet épisode, elle se sacrifiera pour sauver le Docteur et les voyageurs du Titanic dans une scène déchirante. J'évoque également Sally Sparrow, la protagoniste de l'épisode Blink, un épisode où le Docteur est absent, et c'est cette jeune fille que nous ne connaissons pas qui va devoir combattre la menace des anges pleureurs à sa place. Je développerai plus lorsque je parlerai de cet épisode, mais pour moi, Sally aurait très bien pu faire une parfaite compagne pour le Docteur. Impossible pour moi de passer à côté de Jenny, la fille du Docteur,
étant plus un clone qu'une fille, puisqu'elle a été créée à partir de son ADN. C'est une espèce de super soldat, créé accidentellement avec l'ADN du 10e Docteur, qui est notamment joué par sa femme, Georgia Moffett, la fille de Peter Davison. Malheureusement, à la fin de l'épisode, elle se prendra une balle qui était destinée au Docteur, et mourra dans ses bras. Cependant, grâce à son ADN de Seigneur du Temps, elle pourra ressusciter, mais sans que le Docteur ne le sache, et partira voyager dans l'espace. Mais nous n'avons pas de nouvelles d'elle depuis cet épisode, donc plus de 10 ans. Est-ce que Jenny reviendra un jour? C'est la question que tout le monde se pose. Nous avons également la première apparition de River Song, un personnage très important que nous évoquerons beaucoup plus lors de l'épisode sur le 11e Docteur. On sait juste qu'elle connaît bien le Docteur, mais dans le futur, lui ne la connaît pas encore, et pourtant c'est dans ces épisodes qu'elle mourra à la fin, se sacrifiant pour sauver le Docteur et son équipage. Donc elle meurt alors que nous ne la connaissons pas du tout, mais nous en saurons plus dans l'avenir du Docteur. C'est un personnage qui fonctionne un peu à l'envers, étant donné que sa première apparition est pour elle sa dernière. Le Premier ministre Harriet Jones, qui a aidé le 9e Docteur contre les Slizine, est de retour lors du combat contre les Sycorax. Dirigeant l'Institut Torchwood, elle enverra un rayon laser sur le vaisseau des Sycorax qui s'était pourtant rendu. Le Docteur, furieux, lancera alors une rumeur sur elle qui la contraindra à démissionner au profit du Premier ministre Harold Saxon. Elle fera son retour lors du final de la saison 4, étant une grande résistante de l'invasion d'Alec. Elle permettra au Docteur de contacter Jack Harkness et l'Institut Torchwood, Martha Jones et l'Unit, ainsi que Sarah Jane Smith. Malheureusement, en activant ce signal, elle donnera sa position aux Daleks qui la trouveront et l'élimineront. Elle mourra alors en héros et le Docteur acceptera sa rédemption. Lors des derniers épisodes de David Tennant, les spéciaux, nous avons à chaque fois un compagnon par épisode. Par exemple Jackson Lake, qui nous est d'abord présenté comme un futur Docteur, que David Tennant ne connaît pas encore, mais qui est en fait juste un simple humain qui a absorbé des informations sur la vie du Docteur et du coup se prend pour lui. Lady Christina de Souza est une aristocrate devenue cambrioleuse. Elle aurait fait pour moi une excellente compagne. J'aime beaucoup son duo avec David Tennant, et ses prouesses physiques mêlées à son attirail de cambrioleuse auraient fait d'elle une compagne d'exception. Malheureusement, lorsqu'elle demandera au Docteur de voyager avec lui, celui-ci refusera, ne souhaitant plus perdre de compagnon. Dernier compagnon des spéciaux, Adelaide Brooke est la commandante de la base de Mars, que le Docteur visita. Le Docteur réussit à la sauver, elle et son équipage, malgré le fait que selon le point fixe dans le temps, ils auraient dû mourir. C'est le fameux passage du Time Lord Victorious, où le Docteur se croit au-dessus des lois du temps et pense pouvoir faire ce qu'il veut. Adelaide le ramène à la réalité, le prévient que si elle reste en vie, le futur sera compromis, et se suicida une fois rentré sur Terre, faisant prendre une grosse douche froide au Docteur, qui lui rappelle qu'il n'est pas le dieu qu'il croit être. Enfin, nous parlerons de Wilfrid Mott, le grand-père de Donna Noble, joué par Bernard Cribbins, qui avait déjà joué dans le film Doctor Who avec Peter Cushing. Malgré son grand âge, il ne manque pas d'entrain pour aider le Docteur, qu'il admire énormément, et est ravi de voir que Donna s'amuse autant avec lui. Il sera d'ailleurs très affecté lorsque Donna oubliera totalement son voyage avec le Docteur et lui promet de penser à lui à chaque fois qu'il regardera les étoiles. Durant plus de 3 saisons, le 10e Docteur s'est fait beaucoup d'ennemis, comme les Sœurs de la Plénitude, des créatures félines gérantes d'un hôpital qui infectent volontairement les humains avec des maladies pour trouver des remèdes. Le retour de Lady Cassandra, qui a réussi cette fois à transférer son esprit à l'intérieur de Rose et du Docteur, alternant entre l'un et l'autre. Le loup-garou, que le Docteur et Rose ont rencontré au 19e siècle, qui est en fait une forme de vie extraterrestre ayant calqué son existence sur les loups-garous. Le retour des Cybermen, qu'on ne présente plus. Le grotesque Absorbaloff, qui peut absorber les gens rien qu'en les touchant, et leur visage reste visible jusqu'à l'engloutissement complet. Les androïdes horloges, qui sont programmés pour réparer un vaisseau spatial endommagé, et qui vont jusqu'à utiliser les humains en guise de pièces détachées. Le retour des Makras qu'on n'avait pas vu depuis le 2e Docteur, qui sont des gros crabes vivant dans la fumée des pots d'échappement de l'embouteillage sans fin de la Nouvelle Terre. Les Judoons, une force de police intergalactique ressemblant à des rhinocéros bipèdes. Les Krillitans, qui peuvent absorber les caractéristiques et l'apparence des races qu'ils ont vaincues et conquises. Les anges robots, qui sont au service de Max Capricorn, propriétaire du Titanic, qui les a reprogrammés pour qu'ils sabotent le vaisseau et tuent l'équipage afin de toucher l'assurance. Le Câble, qui est une criminelle sans corps physique,
qui dérobent le visage des gens par l'intermédiaire de leur télévision. Le retour des Centauriens, ces guerriers ressemblant à des pommes de terre souhaitant conquérir la Terre. Les Caryonites, qui sont une espèce de vieille race de sorcières extraterrestres. Les Pyrovals, qui sont des créatures faites de roches et de feu. Les Vespiformes, qui sont des grosses guêpes extraterrestres. Le professeur Lazarus, qui a tenté de manipuler son métabolisme pour rajeunir, mais à la place transformant en une créature sauvage et sanguinaire. Miss Foster, qui fait du trafic illégal d'adiposes, qui sont des petits bébés faits à base de la graisse des êtres humains. Et encore la race du futur, des sortes de guerriers mutants sanguinaires. Le Docteur affrontera le jour de sa régénération le peuple des Sycorax, une race de guerriers qui pillent les planètes et qui se servent du sang des humains pour les contrôler à distance. Il réussira à battre leur chef en duel à l'épée et les forcera à l'exil. Impossible de zapper les désormais iconiques anges pleureurs créés par Steven Moffat. Le concept est génial, ce sont des statues qui ne bougent pas tant que quelqu'un les regarde, mais dès que l'on cligne des yeux et qu'on arrête de les regarder, elles se déplacent à toute vitesse dans le but de vous toucher et vous envoyer dans le passé, récoltant ainsi de l'énergie temporelle qui les nourrit. Ce sont vraiment des monstres effrayants que tout fan de Doctor Who souhaite revoir. Nous aurons le grand retour du Master dans la nouvelle série, incarné d'abord par Derek Jacobi, qui joue un maître amnésique, ayant utilisé le circuit caméléon pour se cacher en tant qu'humain sur Terre, pour esquiver la Grande Guerre du Temps. Mais après avoir retrouvé la mémoire, il dérobera le TARDIS et se régénérera sous les traits de John Sim, qui réussira à devenir le Premier ministre du Royaume-Uni, réussissant par la suite à dominer le monde et à déclarer le Docteur ennemi public numéro 1. Le maître n'a jamais été aussi fou, il cabotine complètement, mais le voir en roue libre est un spectacle que je ne me lasserai jamais. On a l'impression de voir une fusion entre le professeur Moriarty et le Joker. Nous aurons également le retour du deuxième plus grand ennemi du Docteur, Davros et la race des Daleks. Ayant réussi à conquérir la Terre et à dérober plusieurs planètes, le Docteur aura besoin de tous ses compagnons pour pouvoir le mettre en déroute. Présumé mort à la fin de l'épisode, on se doute bien que Davros finira toujours par trouver un moyen de revenir à l'instar du maître. Le Docteur sera confronté à l'impératrice des Rachnos, une race arachnide des âges sombres, qui sont constamment affamés et dévorent tout, même des planètes. L'impératrice était venue sur Terre pour repeupler sa race, étant donné qu'elle est la dernière de son peuple, mais le Docteur l'en empêchera, détruisant ses œufs en même temps que son espèce. La famille de sang est une famille extraterrestre qui s'empare de corps humains pour retrouver le Docteur, désirant lui voler ses vies pour prolonger la leur. Ils donneront vie à une armée d'épouvantails pour les lancer à l'assaut du Docteur, devenu humain dans le but de leur échapper. Il s'opposera également à la Bête, une puissante créature comparable à Satan, qui existait même avant la création du temps. Cette abomination est emprisonnée sur une planète tournant autour d'un trou noir et arrive à prendre possession de corps comme des humains, ou encore la race des Ood, des êtres télépathes très réceptifs à la possession de la Bête, qui en prendra le contrôle. La Vashta Nerada, surnommée les piranhas des airs, ce sont des minuscules créatures qui se dissimulent dans les ombres. Si un individu possède une ombre de trop, il est déjà trop tard pour lui. Si vous faites ne serait-ce qu'un pas en dehors de la lumière, il vous dévore en quelques secondes. L'épidémie de Mars est en fait une espèce virale qui infecte l'eau présente sur la planète Mars et qui contamine tout être humain qui rentre en contact avec elle, devenant une espèce de zombie aquatique qui, comme tout parasite, cherche à infecter le plus de corps possible. Enfin, nous parlerons de Rassilon, le légendaire héros des Seigneurs du Temps, ainsi que leur fondateur. Ressuscité par ses frères lors de la dernière Grande Guerre du Temps, il est aujourd'hui à la tête de Gallifrey et s'est servi du maître, le rendant fou, pour se créer un point de passage et s'échapper de la Grande Guerre du Temps. Le Docteur sera contraint de l'en empêcher, ne voulant pas faire reprendre cette guerre si destructrice, et le reverra d'où il vient, lui et Gallifrey. Parlons maintenant des meilleurs épisodes que je vous conseille pour découvrir le 10e Docteur, à commencer par son premier, The Christmas Invasion. La Terre est attaquée par une race guerrière nommée les Sycorax, qui arrive à contrôler certains humains à distance grâce à leur sang, et le Docteur qui vient de se régénérer est inconscient, laissant Rose, Mickey et Jackie à la merci de la menace alien. Un très bon épisode pour introduire ce Docteur, et qui nous montre que même les sapins de Noël peuvent être des pièges mortels. The Girl in the Fireplace emmène le Docteur, Rose et Mickey sur un vaisseau endommagé, qui se trouve pourtant relié à la France du XVIIIe siècle. Il y fait alors la connaissance de Madame de Pompadour enfant, et découvre que le temps s'écoule différemment,
S'il passe quelques minutes dans le vaisseau, c'est plusieurs années qui se déroulent au XVIIIe siècle. C'est un épisode très touchant, aux concepts forts et aux ennemis charismatiques. Je ne vais pas vous spoiler pour ne pas vous gâcher l'épisode, mais croyez-moi, c'est une belle pépite signée Steven Moffat. J'ai un petit faible pour l'épisode Gridlock, ou l'embouteillage sans fin, où le docteur et Martha se retrouvent à New York dans le futur, et où Martha est kidnappée par un couple afin de prendre l'autoroute. En effet, dans cette terre du futur, l'autoroute est constamment sous embouteillage, et pour prendre la voie rapide, qui dure quand même environ 6 ans, il faut avoir 3 passagers. Nous aurons donc une sorte de course-poursuite à travers l'embouteillage, et je trouve le concept très original. Impossible de passer à côté de l'épisode Blink, tant il a marqué les esprits. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur épisode de Doctor Who. Dans cet épisode, nous voyons très rarement le Docteur, étant donné qu'il a été envoyé dans le passé sans son TARDIS par les anges pleureurs, des créatures immobiles quand on les regarde, mais qui vous envoient dans le passé en bougeant très vite dès que personne ne les voit. Nous devrons donc suivre Sally Sparrow, une jeune fille dans le présent, guidée par les instructions du Docteur, coincée dans le passé. Là encore, je ne vous spoilerai pas la fin, et ce n'est pas un hasard si je vous dis que cet épisode est également celui de Steven Moffat. Le double épisode Human Nature et Family of Blood nous montre le Docteur échappant à la famille de sang, une famille d'extraterrestres désirant lui voler son essence de Seigneur du Temps afin de pouvoir vivre à jamais. Pour se cacher, le Docteur se transforme en humain grâce à l'arche caméléon, perdant ainsi tous ses souvenirs, et c'est à Martha de le protéger, elle qui se souvient de tout. C'est un épisode extrêmement touchant. On y voit le Docteur humain tomber amoureux d'une humaine, au grand désespoir de Martha, et sa fin mémorable. Le Docteur, après avoir retrouvé tous ses souvenirs, punit la famille de sang, montrant que s'il voulait les fuir, c'était avant tout pour les protéger de lui-même. Et lorsqu'il annonce à la femme dont il était tombé amoureux qu'il pourrait redevenir humain mais ne le fera pas, c'est un moment très fort qui nous montre le côté implacable du 10e Docteur. Le final de la saison 3 nous montre un triple épisode final où le Docteur, Martha et Jack se retrouvent à la fin de l'univers, nous montrant alors les derniers humains dirigés par la professeure Yana, qui se trouve être le maître ayant perdu tous ses souvenirs, et lorsqu'il les récupère, vole le TARDIS pour retourner dans le présent, et devient le nouveau Premier ministre d'Angleterre, Harold Saxon, qui grâce à un plan machiavélique réussit à devenir le souverain de la Terre, déclarant le Docteur et ses amis ennemi public numéro 1. Malgré un final à la Deus Ex Machina, je trouve ce triple épisode excellent. Le maître John Sim est fou allié et j'adore le voir gesticuler dans tous les sens. Et sa relation de meilleur ennemi avec le Docteur, le double épisode Silence in the Library et Forest of the Dead, plonge le Docteur et Donna sur une planète bibliothèque et découvre que les lieux ont été infestés par les Vashta Nerada qui imitent les ombres et dévorent la chair de leurs victimes en quelques secondes. Il y a beaucoup de mystères tout le long de l'épisode. On a la première apparition de Riversong. Les monstres sont très simples mais effrayants. Le système des combinaisons qui conserve l'esprit de leur hôte, même lorsqu'ils sont morts, donne froid dans le dos. C'est un double épisode parfait. Et c'est avec celui-là que j'ai découvert la série. L'épisode Midnight est très apprécié, donc c'est pour ça que je vais en parler. C'est un épisode en huis clos, dans une seule pièce, et où le monstre n'apparaît même pas à l'écran. Pourtant, cet épisode a beaucoup marqué. En effet, dans cet épisode, le Docteur voyage sur une planète accompagné d'autres humains, et l'un d'entre eux va se mettre à agir bizarrement, comme possédé par une entité invisible, et se mettre à répéter tout ce que les autres passagers disent, de plus en plus vite, jusqu'à parler en même temps qu'eux. C'est un épisode de tension où on ne comprend pas vraiment où est la menace, et pourtant on a l'impression qu'elle est partout, et où le Docteur a failli mourir, tué par ses propres congénères humains qu'il tente de sauver. C'est un épisode difficile à décrire, que je ne peux que vous conseiller de regarder pour comprendre, et qui nous montre que même avec peu de moyens, Doctor Who peut vraiment être fascinant. Le double épisode final de la saison 4 m'a beaucoup marqué, de Stolen Earth et Journey's End. C'est le grand retour de Davros qui réussit à kidnapper plusieurs planètes, dont la Terre, et qui les envahit avec ses Daleks. Le Docteur aura alors besoin de tous ses compagnons depuis la reprise. Jack, Rose, Martha, Sarah Jane, Donna. Ça fait vraiment épisode de fin d'une ère. Je pense que Russell T Davies a voulu remettre tous ses personnages. Ça fait un peu de fanservice, mais franchement, moi ça me plaît. J'adore l'épisode Waters of Mars, qui nous montre un Docteur sans compagnon, fatigué de les mettre en danger, qui atterrit sur Mars, dans une colonie, dont l'eau est infectée par une mystérieuse bactérie qui, dès qu'elle rentre en contact avec un être humain,
le possède pour le faire devenir une espèce de zombie aquatique au visage très flippant. En premier lieu, le docteur ne veut pas aider l'équipage de la base, car il sait que leur destin est de mourir, que c'est un point fixe dans le temps, et ne peut rien faire pour contrecarrer les lois du temps. Le docteur décide qu'il peut outrepasser les lois et sauver tout le monde, même si c'est leur destin dans l'univers de mourir. Et ça nous rappelle que le docteur n'est pas manichéen, qu'il peut parfois avoir des moments de rage et de colère, et se sentir pousser des ailes, et on comprend que le docteur qui voyage sans compagnon peut vraiment partir en vrille. Bref, une pure masterclass. Enfin, nous parlerons de l'épisode The End of Time, le dernier épisode de David Tennant, où l'on voit le retour du maître qui a réussi à survivre, et qui, grâce à une mystérieuse machine, réussit à donner son apparence à tous les habitants de la Terre. Un plan complètement farfelu, mais qui colle totalement au personnage. Nous avons un David Tennant au sommet de son art, et la fin de cet épisode restera dans les annales pour tous les Whovians. Il est désormais temps de parler de la fin du 10e Docteur. Dans l'épisode Journey's End, alors que la Terre est envahie par les Daleks, le Docteur retrouve un à un son compagnon, jusqu'à retrouver Rose, qui était jusque-là perdue dans un univers parallèle. C'est alors le sourire aux lèvres qu'ils courent l'un vers l'autre pour se jeter dans les bras l'un de l'autre. Malheureusement, un Dalek débarque à ce moment et tire à bout portant sur le Docteur. Ses amis le raccompagnent dans le TARDIS, mais c'est trop tard, il doit se régénérer. Et il prend alors les traits de David Tennant. D'accord. Et oui, en effet, à part un subterfuge sorti de nulle part, le Docteur réussit à transférer son énergie régénératrice dans la main que lui avait coupé le chef des Sycorax, lui permettant de se régénérer sans changer de visage. Et oui, le 10e Docteur est tellement imbu de lui-même qu'il réussit à se régénérer en lui-même, ce qui colle totalement avec le côté divin qu'il cherche à s'octroyer. Cela lui gaspille quand même une régénération, et il se régénère alors pour de bon dans l'épisode End of Time. On avait déjà prophétisé au 10e Docteur qu'il se régénérerait après avoir entendu 4 coups. Et c'est à la fin de l'épisode, après avoir réussi à vaincre le maître et Rassilon, que le Docteur entend son ami Wilfrid, coincé dans la machine du maître, qui se prépare à périr sous un flot de radiation mortelle. Le Docteur n'a pas de choix pour le sauver. C'est enragé à cause de cette injustice qu'il décide de prendre sa place pour le sauver. Les radiations détruisent son corps de l'intérieur, et c'est après une tournée d'adieu autour de tous ses anciens amis qu'il retourne dans le TARDIS, se préparant à se régénérer, déclarant qu'il ne veut pas s'en aller. Dans une régénération foudroyante, il prend alors les traits de Matt Smith, à bord d'un TARDIS sur le point de se cracher. Mais ce n'est pas l'heure d'en parler aujourd'hui. Nous se laissons ici pour cette très longue vidéo, et nous parlerons la prochaine fois de Colin Baker, le 6e Docteur. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt.